l'a dépêché au Togo, envoyé en Guinée ou encore au Mali, le général Sangaré est de tous les combats électoraux et à chaque fois, il sort victorieux, non pas comme candidat, mais comme expert, comme médiateur, notamment auprès de l'Organisation internationale de la francophonie. Siaka Sangaré a même écrit un guide sur l'art et la manière de constituer un fichier électoral. Il est à Paris aujourd'hui à l'occasion de la journée des réseaux francophones de l'OIF. Merci d'être avec nous, Siaka Sangaré. Vous êtes donc expert électoral, vous travaillez auprès de l'OIF, je l'ai dit, mais aussi auprès de la CEDEAO, les pays d'Afrique de l'Ouest, ou encore des Nations Unies. Alors, vous êtes devenu une véritable référence en Afrique en matière électorale. Est-ce que la situation s'est améliorée, selon vous, ces dernières années? Oui, je dirais que la situation s'est globalement améliorée, mais il faut reconnaître que ça varie d'un pays à un autre. Il y a des pays qui ont marqué une avancée significative, d'autres une avancée timide, mais il y en a qui encore n'ont pas suffisamment décollé. Mais si je devrais faire une comparaison entre les processus électoraux il y a 5-10 ans et ce que nous avons vécu en 2015 et au début de l'année 2016, je dirais que globalement, il y a une avancée notable. Alors, vous avez récemment supervisé les élections au Niger, au Bénin, il y a quelques années en Guinée-Conakry, au Togo, on vous a vu aussi en République démocratique du Congo. Pour se faire une idée de votre mission, l'une de nos équipes, vous avez suivi, c'était à Madagascar il y a 3 ans. On va regarder une séquence de ce reportage signé Rémi Vincent. D'accord, ok. Le général Sangaré n'aime pas les retards. La journée va être très chargée et j'attends le chauffeur. Ouais, mais Alain, dépêche-toi. À 4 jours de la présidentielle malgache, c'est la course contre la montre pour cet observateur international de la francophonie. Aujourd'hui, il va vérifier si tout est en place. Selon cet ancien officier malien, une élection doit avoir une rigueur militaire. Il a déjà suivi une bonne dizaine de scrutins tendus de la Guinée à Haïti. Ce matin, il a rendez-vous dans ce qui sera l'un des plus grands bureaux de vote de la capitale, Antananarive. C'est le dernier jour de formation des scrutateurs. Nous avons besoin de 2 assesseurs. Vous allez jouer ce rôle comme lors de l'élection. Toute la journée, ils vont répéter. 4 ans après le coup d'État, il faut restaurer la confiance des électeurs. Alors dans la dernière ligne droite, de l'isoloir à l'encre, chaque détail compte. Depuis 2009, Siaka Sangaré a suivi pas à pas la transition conduisant à cette élection présidentielle. Un scrutin dont l'issue va se jouer ici, à la commission électorale indépendante. Là encore, il attend de la rigueur. Ça va bien? Pas de téléphone et pas de clé USB. Apparemment, il peut être rassuré. Les grands moyens devraient être même engagés pour rapatrier ici les procès-verbaux de chaque bureau de vote. Siaka Sangaré avec nous dans 64 minutes sur TV5 Monde. Alors on le voit, c'est très compliqué comme exercice, c'est pas une sinécure. Pas du tout. Là par exemple, vous avez le rôle d'observateur en fait. On a notamment entendu notre reporter dire restaurer la confiance avec l'électeur. C'est ça aussi votre tâche? Oui, c'est ça aussi notre tâche. Vous savez, les élections ne peuvent pas être crédibles, les résultats ne peuvent pas être acceptés s'il n'y a pas de confiance entre les électeurs et l'organe de gestion des élections, et entre les acteurs politiques également, et des acteurs politiques dans le processus électoral. Alors vous êtes aujourd'hui à Paris pour la journée des réseaux francophones de l'OIF. En quoi ce réseau est-il important précisément dans votre domaine? Ce réseau est extrêmement important. Nous sommes une quinzaine de réseaux, et nous sommes le réseau des compétences électorales francophones. Donc ces journées nous permettent de nous retrouver, d'échanger sur les préoccupations de l'heure. Aujourd'hui, il y a eu une carte communication sur les migrations, sur le rôle du juge constitutionnel, sur les crises en Afrique, mais également sur l'état civil, que j'ai eu l'honneur de présenter. Donc ces réseaux, ces journées des réseaux institutionnels permettent d'échanger sur les expériences et les pratiques positives. Pour avancer, alors justement, prenons l'état civil que vous avez... Allez-y, pardonnez-moi, pour allez-y. effectivement avancer. Pour avancer. Alors, vous avez évoqué l'état civil. Les listes sont en effet souvent, les listes électorales, sont souvent au cœur des contestations électorales, voire de crises politiques très graves. Pourquoi, au juste? Non, c'est vrai parce que les listes électorales, c'est le socle de tout le processus. C'est à partir des listes électorales
qu'effectivement, on dénombre le nombre de suffrages. C'est à partir des listes électorales qu'on confectionne le nombre de bulletins de vote et puis qu'on crée le nombre de bureaux de vote. C'est pour cela que je dis que les listes électorales constituent le socle de tout le processus. Et le plus souvent, il m'arrive même dans mes communications de comparer en fait les listes électorales ou bien le fichier électoral qui est l'ensemble des listes électorales en fait à la fondation d'un immeuble. Donc, si les listes ne sont pas bonnes, c'est sûr et certain que le scrutin va connaître des faiblesses, des insuffisances qui peuvent amener à rejeter les résultats. Donc c'est pour cela que nous mettons l'accent sur l'établissement des listes électorales fiables. Mais malheureusement, comme vous l'avez si bien dit, depuis très longtemps, les listes électorales ont été toujours au cœur de constatation des partis politiques, des candidats. Mais il y a eu des avancées significatives, parce que des listes manuscrites, on est passé aux listes informatiques et maintenant nous sommes aux listes biométriques. Donc, ce qui a pu restaurer la confiance des acteurs et des électeurs dans les listes électorales. Un homme, une voix, une femme, une voix, c'est censé garantir cela, un bon fichier électoral et d'état civil, si on peut dire. Pour illustrer, pour bien comprendre la difficulté et la problématique, vous prenez votre propre cas, votre propre histoire, ce que vous avez vécu. Vous, qui êtes un ressortissant malien, vous avez été ce qu'on appelle un enfant fantôme. C'est quoi, au juste ? Justement, et pour terminer, peut-être le raisonnement que j'avais compris, c'est que j'avais commencé, c'est que les difficultés liées à la problématique des listes électorales trouvent leur origine dans les faiblesses, dans la défaillance du système d'état civil. Du recensement. Du recensement. Le système d'état civil, pas seulement du recensement des électeurs, mais à la naissance, en fait. Quand un bébé naît, lui donner un nom, un tout prénom. Tout ce qui concerne, en fait, la vie d'un individu, depuis sa naissance jusqu'à, malheureusement, à sa mort. Les mariages, les changements de statut, ainsi de suite. Donc, il se trouve que les pays, beaucoup de pays africains n'ont pas inscrit dans leurs préoccupations l'établissement des systèmes d'état civil fiables. Et comme vous venez de le dire, moi, personnellement, je suis un ancien enfant fantôme. Je suis né dans un petit village du Mali. Ma naissance n'a pas été enregistrée. Et il a fallu que mes parents aillent chercher un jugement supplétif à quelques centaines de kilomètres de mon village pour pouvoir m'inscrire à l'école primaire. Et ce jugement supplétif indique que je suis né vers 1954. Et à mon arrivée en France, et plus précisément à l'école de l'air, j'ai eu toutes les difficultés pour pouvoir ouvrir un compte bancaire dans les établissements financiers. Tout simplement parce que mon identité n'était pas suffisamment fiable. Il manquait ma date de naissance. Et la seule banque qui a accepté que j'ouvre un compte n'a pas accepté de me délivrer un chéquier. Donc, il fallait, chaque fois que j'avais besoin de l'argent, que je me présente au guichet pour pouvoir faire des retraits et procéder à mes achats. Et quand j'ai été aux États-Unis, lors de notre voyage d'études en 1980, il m'a été demandé de remplir une fiche et sur laquelle il fallait mettre la date exacte de naissance. Et quand j'ai dit au policier que je ne connaissais pas ma date, il était étonné et il m'a regardé avec beaucoup de suspicion parce que pour lui, ce n'est pas possible que quelqu'un à cet âge-là ne puisse pas connaître sa date de naissance. Il m'a dit quand même qu'il faut remplir la fiche et j'étais obligé de mettre le 31/12/1954. Donc c'est pour dire qu'il est important qu'il y ait un état civil fiable, capable d'enregistrer les faits d'état civil à temps, les naissances, les mariages, les décès et beaucoup d'autres choses. Siaka Sankaré, oui, vous l'avez dit, il y a eu des progrès, mais tout cela a un coût. Vous avez parlé d'informatisation, voire aujourd'hui de fichiers biométriques pour assurer la sécurité de ces fichiers électoraux. Ça coûte cher, ça demande de l'argent. Comment aider ces pays-là justement à avancer ? D'accord, il faut rendre hommage à l'Organisation internationale de la francophonie qui s'est attelée à mettre à la disposition des pays l'expertise nécessaire. Et ce qui explique d'ailleurs mes nombreuses missions au niveau de plusieurs pays d'Afrique. Donc, et également par la création des réseaux, notamment le nôtre. Nous avons eu à organiser des séminaires de formation avec l'appui de l'Organisation internationale de la francophonie sur la biométrie, l'utilisation de la biométrie. C'est vrai, la biométrie, je l'ai toujours dit, ce n'est pas une panacée.
C'est-à-dire qu'elle ne vient pas résoudre tous les problèmes qui sont liés, toutes les faiblesses qui sont liées à la mise en œuvre d'un processus électoral. Oui. Mais elle a quand même deux gros avantages. C'est de pouvoir identifier de façon sûre les électeurs et de garantir l'unicité de chaque électeur. Comme vous venez de le dire, un électeur, une voix. Ça, c'est extrêmement important. Mais il y a deux gros inconvénients. C'est d'abord le coût et le délai de mise en œuvre. Donc, il y a le coût qui est là. Et encore, les partenaires techniques, généralement, apportent leur appui aux pays qui en font la demande pour la constitution des fichiers biométriques. Quels sont les pays bons élèves, si l'on peut dire, en la matière en Afrique francophone? Mais aujourd'hui, je l'ai dit, le fichier électoral de la Mauritanie est une expérience, en tout cas, est une référence en la matière. Et également, il y a le Burkina Faso, il y a le Sénégal, il y a le Mali, il faut le citer, quand bien même je sois du Mali. Mais il y a le Bénin qui vient aussi de réussir des élections bien appréciées de tout le monde. Parmi les pays où il y a des problèmes, il y a le Congo-Kinshasa, la RDC. Oui, justement, il y a effectivement, malheureusement, le Congo-Kinshasa, qui en 2006 avait pu élaborer un fichier électoral biométrique accepté par tout le monde. Mais faute d'état civil encore dans ces pays, ils ont été obligés de refaire les listes électorales en 2011 et actuellement, ils sont en train de refaire les mêmes listes électorales biométriques. Donc, c'est pour dire combien l'état civil, un état civil fiable est important dans la mise en œuvre du processus électoral. Juste en quelques mots, Siaka Sankara, on a parfois le sentiment que ça concerne davantage les pays francophones que les pays anglophones. C'est vrai ou c'est une idée reçue? Non, c'est vrai. Et il faut reconnaître que les pays francophones ont beaucoup plus de difficultés que les pays anglophones. Et je ne saurais l'expliquer autrement. Bon, peut-être que les pays anglophones, bon, il faut peut-être le dire aussi, ont une autre tradition qui est tout à fait différente de celle que nous connaissons. Merci beaucoup, Siaka Sankara, général Sankara, d'avoir répondu à nos questions sur ces questions très importantes donc en matière électorale. Merci à vous.